Où faut-il investir en immobilier? Prix et rentabilité des investissements locatifs dans les 15 plus grandes villes de France. Évolution des prix de 1 mois à 10 ans. Pronostic sur l'évolution future des prix en France et en Espagne. Investir dans l'immobilier espagnol me semble être le bon choix en 2025. Je vous montrerai comment investir très simplement dans l'immobilier espagnol à partir de quelques dizaines d'euros et obtenir une meilleure rentabilité qu'en France. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'immobilier aussi bien en France qu'à l'étranger. Je vais commencer par vous donner les prix et les rentabilités de l'investissement immobilier locatif dans les 15 plus grandes villes de France. Tous les prix que je donne ici sont issus du site internet Meilleur Agent et datent de janvier 2025. Tous les chiffres de la vidéo concernent les prix pour les appartements. On peut voir qu'il y a de gros écarts pour les prix au mètre carré entre les 15 plus grandes villes de France. Avec à Paris, 1 mètre carré qui se négocie actuellement en moyenne 9 355 euros. Puis on passe à Nice, 5 130 euros. Puis 2 villes à plus de 4 000 euros du mètre carré, Bordeaux et Lyon. Vient ensuite 8 villes avec des prix assez proches de 3 774 euros à 3 168 euros. Et ensuite, les prix sont beaucoup moins élevés, proches de 2 000 euros à Reims et au Havre. Et en bas de classement, on a Saint-Étienne avec seulement 1 119 euros du mètre carré. Pour ceux qui veulent investir, il est intéressant de regarder le loyer par mètre carré. Cela va de 11,1 euros à Saint-Étienne, 31,8 euros par mètre carré à Paris. Il n'y a que Paris et Nice qui dépassent les 20 euros par mètre carré. Toutes les autres villes s'étalent entre 11,1 et 17,3 euros du mètre carré pour la location. Si l'écart de prix au mètre carré a un rapport de 8,4 entre le plus cher et le moins cher, le rapport de prix pour les loyers entre le plus cher et le moins cher est de seulement 2,9. Autrement dit, les loyers ne sont pas proportionnels au prix d'achat, ce qui explique qu'en termes de rentabilité brute, les villes les plus chères à l'achat n'offrent pas la meilleure rentabilité. Parmi ces 15 villes, c'est d'ailleurs à Paris la ville la plus chère au mètre carré à l'achat qui a la rentabilité brute la plus faible, seulement 4,1%. Et les rentabilités de cette colonne ne tiennent pas compte de l'éventuelle vacance locative. J'ai compté 12 mois de location entiers par an. Donc ces rentabilités sont plutôt surestimées. Il s'agit ici de rentabilité moyenne, donc il est possible d'obtenir mieux ou moins bien. Mais c'est bien connu, à Paris, les rentabilités locatives restent faibles. Par contre, on peut obtenir des rentabilités beaucoup plus élevées, par exemple à Saint-Étienne, 11,9% par an. Le Havre, 7,8% et Reims, 6,5%. Cependant, attention, les fortes rentabilités sont souvent associées à des villes avec des taux de vacances plus élevés. Par exemple, à Saint-Étienne, quand un locataire prend congé, vous mettrez beaucoup plus de temps à trouver un nouveau locataire qu'à Paris, Nice ou Lyon. Car dans ces 3 dernières villes, l'offre locative est largement inférieure à la demande. Donc pour Saint-Étienne, Reims et Le Havre, en tenant compte de la vacance locative, on aurait des rentabilités bien moindres. Par ailleurs, des villes au mètre carré plus élevés, telles que Paris, Lyon ou autres, sont considérées comme des investissements patrimoniaux. On rediscutera de cela lorsque l'on regardera les évolutions des prix. Pour les 11 autres villes autres que Paris, Reims, Le Havre, Saint-Étienne, la rentabilité locative brute se situe entre 4,6 et 5,9% par an, et bien sûr beaucoup moins en rentabilité nette. Il est difficile de donner la rentabilité nette des investissements immobiliers, car cela dépend de nombreux facteurs, en particulier la fiscalité, qui peut varier suivant la façon dont vous investissez, par exemple si c'est à titre individuel ou au travers du NCI, avec ou sans emprunt, avec ou sans travaux, etc. Pour faire simple, pour la rentabilité nette, on va appliquer la règle Larcher, qui consiste à considérer qu'il y a un écart de 25% entre la rentabilité brute et la rentabilité nette après impôt. Ce différentiel de 25% prend en compte la taxe foncière, l'assurance propriétaire, une partie des frais de copropriété, les impôts payés sur les loyers, ainsi que la vacance locative moyenne. On est bien d'accord qu'il s'agit d'une approximation, et donc que ces rentabilités nettes sont à voir comme des rentabilités moyennes sur les villes. On peut faire beaucoup mieux, par exemple en achetant un logement qui nécessite des travaux, en utilisant l'effet de levier d'un emprunt ou autre. Si vous êtes investisseur en immobilier physique, ce serait intéressant de partager en commentaire la rentabilité brute et nette après impôt que vous obteniez et si possible donner la ville. Pour 9 des 15 plus grandes villes de France, la rentabilité nette après impôt est inférieure à 4%. La rentabilité nette la plus faible est obtenue à Paris avec seulement 3,1% par an, soit seulement un peu plus que le livret A. Puis 4 villes ont une rentabilité entre 4,1 et 4,8% par an.
Les meilleures rentabilités sont réalisées au Havre avec 5,8% et à Saint-Étienne 8,9%. Mais sur une ville comme Saint-Étienne, la demande est moins forte et il faudrait sûrement compter des vacances locatives plus fortes et donc une rentabilité nette plus faible. En tout cas, comme vous pouvez le voir, dans tous ces exemples, on est très loin des 10% promis par les vendeurs de formation en investissement immobilier. Je ne dis pas que cette rentabilité de 10% en immobilier physique locatif est impossible à atteindre, mais cela va vous demander énormément de travail, notamment un gros travail de recherche pour trouver des biens intéressants, souvent beaucoup de travaux à faire, et il va falloir suivre les travaux, ça se passe pas toujours très bien. Donc, pour atteindre des rentabilités élevées, je pense qu'il faudra également fournir beaucoup de travail. Et dans ce cas-là, c'est aussi bien un business qu'un investissement, et en tout cas, c'est très très loin d'être un investissement passif. Face à ces faibles rentabilités de l'investissement immobilier locatif, on pourrait me répondre deux choses. Premièrement, investir dans la pierre est très peu risqué. Deuxièmement, outre le gain réalisé avec les loyers, on peut également viser une plus-value à la revente de l'appartement. Donc il faut également regarder l'évolution des prix. Je vous donne ici l'évolution des prix des appartements dans les 10 plus grandes villes de France. Et là, on doit constater qu'à horizon 10 ans, les prix ont augmenté pour ces 10 villes de 18,7% à Paris à 42,3% à Bordeaux. En effet, à Bordeaux, les prix des appartements avaient explosé en raison de l'arrivée de la ligne TGV qui permettait d'aller à Paris en un peu plus de 2 heures. Sur l'ensemble de ces 10 villes, l'augmentation moyenne pondérée par les populations des villes est de 27%. Ces augmentations peuvent paraître énormes, mais il faut se rappeler que c'est sur 10 ans. Et par exemple, 27% d'augmentation sur 10 ans donne une augmentation annuelle moyenne de seulement 2,4%. Donc cela donne un coup de pouce intéressant qui s'ajoute à la rentabilité locative. Cependant, tout investisseur rationnel se doit de raisonner en euros constants, c'est-à-dire qu'il doit chercher à faire mieux que l'inflation, car sinon son capital perd en pouvoir d'achat, il s'appauvrit. Et sur les 10 dernières années, en France, l'inflation cumulée a été d'environ 20%. Ce qui signifie qu'une personne qui possédait un appartement à Paris a vu le prix de son logement augmenter de 18,7%, moins que l'inflation. Il s'est donc appauvri, le capital qu'il avait dans son appartement a perdu en pouvoir d'achat. Donc il faut se méfier des idées reçues qui présentent l'achat d'un appartement à Paris comme un investissement patrimonial. À horizon 10 ans, Paris est la seule ville qui a fait perdre de la valeur en pouvoir d'achat parmi les 10 plus grandes villes de France. En effet, sur la décennie passée, Paris a été la pire ville dans laquelle réaliser un investissement locatif, puisque le bien a perdu de la valeur face à l'inflation et n'a rapporté que 3,1% net par an grâce au loyer. Pour toutes les autres villes, l'augmentation de valeur du bien a dépassé l'inflation. Cependant, pour être rigoureux, il faudrait tenir compte des frais d'entretien du bien immobilier qui, sur 10 ans, est loin d'être nul. À horizon 5 ans, c'est pire. Il y a en effet 3 villes pour lesquelles les prix ont baissé. À Paris, baisse de 10%, Lyon, moins 9,3%, Nantes, moins 2,5%. Mais également 4 villes pour lesquelles l'augmentation de prix a été importante. Marseille, plus 22,1%, Nice, 19,5%, Strasbourg, 14,8% et Montpellier, 13,3%. Mais en fait, seul un appartement à Marseille ou Nice a permis de battre l'inflation sur 5 ans. Car sur ces 5 dernières années, l'inflation a été forte, bien supérieure à la moyenne d'augmentation des prix des appartements. Quand on regarde ce tableau, j'ai remarqué une chose amusante. Il y a une seule ville, Nice, pour laquelle on ne voit que des hausses jusqu'à horizon 5 ans. Et une seule ville, Paris, pour laquelle on ne voit que des baisses à horizon 5 ans. Certains Parisiens aisés, au moment de leur retraite, revendent leur logement pour vivre leurs vieux jours dans le sud, par exemple à Nice. Bien sûr, je ne dis pas que c'est la seule explication des évolutions des prix à Paris et à Nice, mais je pense que ceux qui veulent investir à long terme doivent prendre en compte les dynamiques démographiques des villes dans lesquelles ils veulent investir, et notamment prendre en compte le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population en France risque d'avoir pour effet à long terme de faire diminuer le prix des logements. À long terme, cela peut être intéressant d'investir dans des villes qui attirent les personnes aisées, comme c'est le cas à Nice. À horizon 2 ans, le bilan est très négatif, avec 8 villes sur 10 dans lesquelles les prix immobiliers au mètre carré ont baissé. Et il y a même eu 2 villes qui ont connu des baisses supérieures à 10% en seulement 2 ans. Lyon, moins 13,4%, et Nantes, moins 12%. Dans ces 2 villes, l'insécurité a beaucoup augmenté en 2 ans. Et je me demande si cela ne pourrait pas expliquer une partie de la baisse des prix. J'ai testé cette hypothèse en regardant l'évolution des prix sur Grenoble, où l'insécurité a également énormément augmenté. Et là aussi, à Grenoble, les prix ont baissé de 13,1% en 2 ans.
Je pense qu'investir dans des villes ou des quartiers où l'insécurité est importante, c'est prendre de gros risques. À moins bien sûr que vous pensiez que nos brillants politiciens vont résoudre ces problèmes dans les années à venir. Bien sûr, je plaisante. En tout cas, des baisses, telles qu'à Lyon, moins 13,4%, et à Nantes, moins 12%, montrent qu'investir dans la pierre est loin d'être sans risque. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de vendre un investissement immobilier et à envisager sur le long terme, mais par exemple à Lyon, la rentabilité locative nette moyenne est de seulement 3,6% par an, pour un risque associé de perte de valeur du bien de 13,4%. Pour récupérer le capital qu'on a perdu ici, il faudra quasiment 4 années de loyer. Ceux qui ont acheté un bien avec un mauvais DPE avant la réforme sur les DPE ont perdu bien plus, avec même un risque de ne plus pouvoir louer. Et en moyenne pondérée par les populations, la baisse à horizon 2 ans a été de 5,9%. Logiquement, sur un an, les variations sont plus faibles. Mais avec quand même moins 6% à Nantes, moins 5,4% à Lyon, sur un mois à 3 mois, il n'y a pas de tendance à la baisse ou à la hausse, avec en moyenne des prix stables et des évolutions uniquement liées aux dynamiques individuelles de chaque ville. Le plus intéressant est d'essayer de prévoir quelle évolution des prix on va avoir à l'avenir. Il est important de comprendre le lien fort entre les prix de l'immobilier et les taux d'emprunt immobilier. Des taux bas permettent d'augmenter la somme qui peut être empruntée par un ménage. On a vu qu'à horizon 5 à 10 ans, les prix avaient plutôt augmenté. Ces augmentations étaient favorisées par des taux d'emprunt historiquement bas. Comme on le voit ici, en 2021 ou encore mieux en 2022, on pouvait emprunter à un taux inférieur à 1%, ce qui historiquement est un taux très bas. Mais ensuite, il y a eu une hausse très rapide des taux d'intérêt des emprunts immobiliers les années suivantes. Et cette hausse a continué jusqu'en 2024, et logiquement, elle s'accompagnait d'une baisse des prix de l'immobilier. Je vais donc maintenant vous donner les évolutions des prix que j'envisage pour le futur. Je pense que les Français restent désireux de devenir propriétaires, mais beaucoup ne le peuvent plus car, d'une part, la hausse des taux d'emprunt immobilier ont diminué leur capacité d'emprunt, et d'autre part, la forte inflation a diminué leur capacité d'épargne pour réaliser leurs projets immobiliers. Comme vous pouvez le voir, les taux d'emprunt semblent baisser. Cependant, on reste au-dessus de 3%, c'est-à-dire le triple de ce que l'on pouvait obtenir en 2022. Cela explique que sur les derniers mois, les prix des logements soient plutôt stables. Je pense que si les taux d'emprunt devaient poursuivre leur baisse et s'approcher des 2%, les prix de l'immobilier pourraient remonter. La BCE pourrait baisser son taux directeur à 2% mi-2025, ce qui favoriserait la baisse des taux d'emprunt immobilier. Donc, mi-2025, les prix immobiliers pourraient repartir à la hausse. Cependant, il est important de bien comprendre qu'il n'y a pas un marché de l'immobilier, mais que chaque ville, et même parfois chaque quartier, a sa dynamique propre. En effet, comme vous pouvez le voir, même si sur 2 ans la tendance était clairement à la baisse, il y a quand même eu des villes pour lesquelles on a eu une hausse. Mais je considère que les perspectives d'augmentation des prix vont être bien meilleures en Espagne. Et à la fin de ma vidéo, je vous montrerai deux façons simples d'investir dans l'immobilier en Espagne à partir de seulement 10 €. De novembre 2024 à décembre 2024, le prix moyen du mètre carré en Espagne a augmenté d'1,2%, alors qu'en France, sur un mois, les prix ont été stables. Sur 3 mois, de septembre 2024 à décembre 2024, le prix moyen du mètre carré immobilier en Espagne a augmenté de 4,1%. Alors qu'en France, sur 3 mois, les prix ont été stables. Sur un an, de décembre 2023 à décembre 2024, le prix moyen du mètre carré en Espagne a augmenté de 11,2%, contre une baisse de 0,3% en France sur un an. Il semble donc que la dynamique sur les prix de l'immobilier est beaucoup plus favorable en Espagne qu'en France. En effet, les prix sont à la hausse et la hausse semble s'accélérer. Et ce, aussi bien pour les appartements que pour les maisons. L'augmentation des prix de l'immobilier sur un an en Espagne a été de 11,2%. Mais bien sûr, avec de fortes variations suivant les régions. Andalousie, plus 26% en un an. Région de Valence, plus 29%. Catalogne, plus 6%. Murcie, plus 22%. Galice, plus 8%. Castille et Léon, plus 4%. Communauté de Madrid, plus 31%. Je mets le lien vers cette page internet qui vous donne l'évolution des prix en commentaire de cette vidéo. Bien sûr, il est possible d'acheter des biens immobiliers pour chercher à faire une plus-value à la revente en direct en Espagne. Mais acheter un bien à l'étranger sans connaître la langue, ni le système administratif, ni le système d'imposition est loin d'être aisé et pour bien faire les choses, il faudra y investir pas mal de temps, avec en plus la possibilité de faire quelques erreurs. Heureusement, il y a 2 moyens très simples d'investir dans l'immobilier pour essayer de bénéficier de la hausse des prix de l'immobilier en Espagne, et ce, même avec de petites sommes.
Par exemple, Brickstarter vous permet d'investir dans des logements en Espagne loués en courte durée. L'investissement minimum est de seulement 50 €. Vous recevrez chaque mois des intérêts liés à la location. De plus, Brickstarter revend régulièrement ses appartements et vous bénéficierez également de la plus-value à la revente. Je mets en commentaire de cette vidéo ma vidéo de présentation de Brickstarter qui vous explique en détail comment fonctionne cette plateforme. J'investis personnellement sur Brickstarter depuis plus de 3 ans et je constate que les loyers sont payés avec une grande régularité, chaque mois autour du 10 du mois. La plateforme Indemo permet également d'investir sur de l'immobilier en Espagne, mais d'une façon très différente. Indemo achète à prix cassé des biens immobiliers liés à des dettes d'emprunt immobilier non payées. Puis, au terme d'une procédure judiciaire, Indemo revend ses biens et vous fait bénéficier de la plus-value à la revente. Sur Indemo, on peut investir à partir de seulement 10 €. Je mets en commentaire de cette vidéo ma vidéo de présentation d'Indemo qui vous explique en détail comment fonctionne cette plateforme. Brickstarter et Indemo ont des modèles économiques très différents, mais ces deux types d'investissements ont en commun qu'une augmentation des prix en Espagne booste leur rentabilité. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, vous devez mener votre propre analyse avant d'investir. Je rappelle que tout investissement comporte des risques. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus positif sur l'évolution des prix de l'immobilier en France ou en Espagne. Pensez-vous investir dans l'immobilier physique en 2025 ? Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.